Salut tout le monde, bienvenue sur Deconomia. Alors aujourd'hui ensemble, on va aborder la question du revenu universel. Oui, car le revenu universel, eh bien, c'est une mesure très controversée aujourd'hui, et elle a été portée très récemment, en fait, dans le débat public, par le candidat Benoît Hamon du Parti Socialiste. Alors ce bon vieux Benoît, eh bien, tout simplement, il a eu l'idée de faire du revenu universel un thème majeur de sa campagne. Et forcément, eh bien, cette proposition a entraîné des remous considérables dans l'opinion publique. Alors l'objectif tout simplement c'était de fournir un revenu de base à chaque citoyen avec une somme fixe versée tous les mois tout au long de sa vie. Oui, mais quand on a dit ça, eh bien on n'a pas dit grand chose et c'était très difficile de comprendre à la fois la visée de ce projet, la philosophie qu'il y avait derrière cela, quel était l'objectif, est-ce que finalement l'État en avait les moyens, bref. Avec cette vidéo, l'objectif c'est bien donc ce sera de décortiquer un peu cette question a posteriori pour vous donner une idée eh bien, des différentes propositions fortes qu'on retrouve aujourd'hui derrière l'idée de revenu universel. Alors en fait, il y avait vraiment trois facteurs qui différencient complètement les propositions entre elles. Alors le premier facteur, eh bien, c'était l'âge, à savoir à partir de quel âge peut-on percevoir le revenu universel, est-ce que c'est à partir de la majorité, est-ce que c'est tout au long de sa vie? Donc forcément, cette question, elle est centrale, vous devinez bien. Le deuxième facteur de différenciation, eh bien, ça portait sur la place de ce revenu universel. Est-ce que ce revenu universel, finalement, il remplaçait tout un panel d'allocations ou de prestations sociales existantes, comme l'allocation familiale, le RSA, etc., sans condition? Ou au contraire, s'agissait-il d'une nouvelle prestation qui serait versée en complément des prestations existantes? Enfin, un troisième facteur de différenciation, celle du montant. À savoir, est-ce que le revenu universel visait à être simplement une mesure de subsistance fixée à un niveau proche ou légèrement supérieur au RSA, ou s'agissait-il véritablement d'une mesure qui visait à sortir les citoyens les plus pauvres, eh bien tout simplement du seuil de pauvreté? Et à ce moment-là, eh bien, devait-elle être fixée à un niveau relativement proche du salaire minimum? Alors la théorie de Benoît Hamon, eh bien, on la retrouve souvent associée à la question des robots et de l'intelligence artificielle. En effet, pour ce cher Benoît, mais qui s'inscrit dans un courant de pensée très répandu en France, avec l'intelligence artificielle à un horizon de peut-être 15-20 ans, l'écrasante majorité des emplois de la classe moyenne vont progressivement être détruits, remplacés par des robots, des algorithmes, qui effectueront des tâches de plus en plus complexes et à une vitesse et une efficacité bien supérieures à celle de tout travail humain. Ainsi, eh bien, seulement une faible partie de la population conservera un emploi et l'écrasante majorité eh bien, sera tout simplement exclue de la production. Alors le risque, eh bien, il est évidemment politique. Oui, car forcément, eh bien, si une grosse majorité des citoyens eh bien, tout simplement ne trouvent pas d'emploi, il y a un risque des révoltes considérables. Comment vont-ils se nourrir? Comment vont-ils s'occuper, tout simplement? Alors pour Benoît Hamon, eh bien, tout cela nécessite une réponse de l'État, et celle-ci doit se trouver dans l'instauration d'un nouveau contrat social, avec de nouvelles prestations plus adaptées au tissu économique d'aujourd'hui et de demain. Le revenu universel, eh bien, c'est tout simplement une mesure phare centrale de ce nouveau dispositif. Mais vous vous en doutez, ce courant n'est pas le seul à englober l'ensemble des propositions et des théories qui se trouvent derrière le concept de revenu universel. Il y a d'autres théories qui existent, plus marquées à gauche, que je pourrais caractériser comme collectivistes ou même communistes, qui envisagent le revenu universel bien différemment. En fait, ces théoriciens, ces grands penseurs de gauche, eh bien, ils ne parlent même pas de revenu universel, car le thème même de revenu est connoté. Ils nous réduisent un peu à des êtres de besoin, des consommateurs insatiables. En fait, ils parlent plutôt de salaire à vie. Oui, car le terme de salaire à vie, bien déjà, c'est pour toute la vie. Et en plus, le terme de salaire renvoie à notre position dans les rapports de production. Alors là, on ressort la bonne vieille théorie marxiste avec le travail et le capital. Nous sommes donc des salariés qui s'emploient sous l'égide du capital, qui donne notre force de travail pour produire au capital un certain surplus, que celui-ci va plus tard, à son loisir, réinvestir, verser en dividendes, acheter des crypto-monnaies. Bref, avec le terme de salaire à vie, c'est une somme que l'on perçoit donc tout au long de sa vie, de manière fixe, indépendamment de notre situation d'emploi. En fait, c'est une somme qui est liée à notre personne et non pas à notre poste de travail. Et un des grands théoriciens de ce salaire à vie, eh bien, c'est Bernard Friot. Alors Friot, eh bien, c'est un économiste et puis c'est également un sociologue qui a 30 ans de recherche derrière lui sur le monde du travail et sur le salaire. Alors d'après lui, l'instauration d'un tel salaire à vie à l'ensemble de la population n'a rien d'utopique, car selon lui, ça existe déjà. C'est déjà le cas pour les fonctionnaires. Oui, car le statut général des fonctionnaires, eh bien, c'est une somme qu'on verse de manière fixe, qui est définie par des conventions selon une échelle des salaires. Quand on est fonctionnaire, eh bien, on passe un concours, on obtient un grade, et on a un salaire qui est associé à notre personne et non pas à notre emploi. Pas besoin donc de négocier une rémunération, celle-ci est déjà fixée dans le grade que l'on possède. Alors même si ces conventions commencent progressivement à être reniées sous l'implantation de diverses techniques du management qui viennent du privé, comme les rémunérations variables pour les cadres ou l'embauche de contractuels, eh bien n'empêche que ce système a certaines vertus. Ainsi, les employés de la fonction publique, ils ont un horizon temporel, ils savent qu'ils vont continuer à percevoir leur rémunération
A priori, ils vont pas être licenciés, sauf pour faute grave, et forcément, eh bien, ça crée une sacrée sécurité dans un monde de précaires. Alors ces statuts ils concernent le gros des fonctionnaires, mais également certaines entreprises publiques. Alors il y a eu EDF, ou même GDF après 46, ou même la SNCF aujourd'hui, avec le fameux statut des cheminots. L'objectif de Freyot, étendre ce principe à l'ensemble de la production, afin de libérer les travailleurs de la contrainte du travail. Freyot n'est pas un adversaire du travail, il se décrit comme un défenseur du travail, mais ce qu'il n'apprécie pas, c'est le travail sous forme capitaliste, car selon lui, le capital n'est pas en mesure de proposer une forme de travail qui soit humaine, acceptable, digne. Comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien tout simplement en créant une nouvelle démocratie économique. L'objectif c'est de transformer la forme des organisations, d'associer les salariés à la prise de décision stratégique, bref de changer notre place dans les rapports de production. Le salaire à vie donc ce n'est pas qu'une prestation sociale, c'est tout simplement un droit politique. Bon voilà, mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, déjà parce que je tournais debout, alors que j'avoue que d'habitude je suis assis c'est un peu chiant. Alors vous connaissez la chanson, vous arrivez, vous vous abonnez, vous cliquez sur j'aime, vous partagez, vous envoyez à tous vos potes, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, tchou!